Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis aussi membre fondateur de la maison de l'ESS, je le précise. Alors, je renouvelle ce que disait tout à l'heure l'animatrice. N'hésitez pas à interrompre si vous avez une question à poser parce que le sujet est un petit peu aride pour certaines personnes. Alors, j'utilise pour cette présentation deux supports qui m'ont été fournis. L'un par Finansol, donc ce sera la première partie, je vais tenter d'expliquer tous les grands principes de la finance solidaire, et de l'épargne solidaire et de la finance solidaire. Et puis une deuxième partie fera un zoom sur une association qui est celle à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Habitat Humanisme, qui sera présentée en tant qu'exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que la finance solidaire? Souvent, dans l'esprit du public, la finance solidaire, c'est la possibilité d'obtenir une aide financière. Mais en fait, c'est tout un circuit. Cette aide financière, elle peut être créée, elle ne peut exister que si d'abord il y a une épargne solidaire. Et donc, ce dessin figure les épargnants solidaires qui, par les placements d'argent qu'ils font, on va voir sur quel type de support, dans des produits d'épargne solidaire labellisés par Finansol, constituer Finansol des acteurs de la finance solidaire et qui permet donc de financer et d'accompagner les porteurs de projets. C'est donc ce circuit qui relie les épargnants solidaires aux projets à forte utilité sociale et ou environnementale qu'il a permis de financer grâce à son argent. Alors, c'est quoi un projet à forte utilité sociale ou environnementale? Ce sont des actions qui sont engagées par des entreprises ou des associations porteuses d'un projet économique générant une plus-value pour la collectivité dans des domaines variés. D'abord, la lutte contre les exclusions, le logement très social, l'insertion professionnelle, les prêts sociaux aux particuliers. Deuxième domaine, l'action sanitaire et sociale par la prise en charge du vieillissement, l'accueil et les soins aux personnes handicapées ou aux personnes âgées, dépendantes, la petite enfance, etc. Troisième thème, les activités écologiques, l'énergie renouvelable, l'agriculture biologique et les circuits courts, l'éco-construction. Et puis, également, les entrepreneurs dans les pays en développement, par exemple, pour le commerce équitable ou le microcrédit. Enfin, dans le domaine de la culture, donc un autre domaine, l'éducation populaire. Ça représente quoi, la finance solidaire? Alors, c'est beaucoup de chiffres. Hein, je vais vous présenter beaucoup de chiffres, mais c'est difficile de parler de finance sans chiffres. Donc quelques chiffres macro d'abord. En 2019, en nouvelle souscription d'un placement solidaire, on compte 810 000 souscriptions. Et ces 810 000 souscriptions représentent 3 milliards d'euros supplémentaires sur des placements solidaires. C'est bien l'accroissement des placements solidaires dans le courant de l'année 2019, sachant que la masse totale des placements solidaires, on va le voir après. Donc, les souscripteurs souscrivent auprès, enfin, épargnent via leur entreprise, on va voir comment, via leur banque ou leur mutuelle d'assurance, ou directement dans une entreprise solidaire. Le total de versement de 3 milliards supplémentaires au cours de l'année 2019 est venu abonder un encours total de 15,6 milliards d'euros au 31 décembre 2019, ce qui représente une augmentation de 24%. Alors souvent, quand on parle de milliards, les gens à qui on parle trouvent que c'est colossal. Alors, il faut remettre les choses dans l'ordre. 15,6 milliards, même si ça paraît beaucoup, c'est pas beaucoup quand on le compare au total de l'épargne des Français qui dépasse les 5 000 milliards. Ou, conjoncturellement, on peut les comparer aussi
aux 100 milliards qui ont été déposés sur les livrets A pendant le confinement. Donc, 15,6 milliards, c'est bien, mais c'est peu par rapport à l'ensemble de l'épargne. Donc, en 2019, 4,6 millions d'euros de dons sont allés à des associations. On va voir plus tard qu'une partie de l'épargne solidaire permet de faire des dons. 458 millions d'euros de finances solidaires pour soutenir des projets à vocation sociale et environnementale. Et ça, c'est l'épargne que les épargnants ont placée directement dans les acteurs de cette économie sociale et solidaire. On essaie de mesurer l'impact qu'ont eu cette épargne et ces placements dans la société en 2019. Ça a permis, excusez-moi, mais il faut que je mette mes lunettes. Ça a permis de créer 42 000 emplois ou les conserver. Ça a permis de loger 1360 personnes dans l'année. Ça a permis également d'approvisionner en électricité renouvelable 25 155 personnes, ou foyers plutôt, et près de 70 acteurs de développement économique dans les pays en voie de développement soutenus. Oui, on a une question, j'ai cru comprendre là, non? Non, pour l'instant. Bon. Alors, comment épargner solidaire? Il y avait juste, pardon, excuse-moi Dominique, juste oui. Une chose, peut-être préciser que tu peux transmettre ce PowerPoint, je pense, par mail à ceux qui en feraient la demande. Tout à fait, oui, pas de problème. D'accord, voilà. Oui, donc je ne sais pas si les auditeurs ont entendu l'intervenante me demander s'il était possible de transmettre le PowerPoint aux auditeurs qui en feraient la demande. Et bien sûr, il suffira d'exprimer cette demande auprès de la maison de l'ESS, puisque le PowerPoint est disponible. Alors, comment épargner solidaire? Par 3 canaux. D'abord, par sa banque ou sa mutuelle d'assurance, en souscrivant un placement d'épargne solidaire du type livret ou assurance vie, ou fonds commun de placement, ou SICAV, ou compte à terme. Deuxième canal, en souscrivant directement des parts de capital dans une entreprise solidaire. Alors, ce sont soit des actions ou des parts sociales en fonction du statut de l'entreprise. Ou, lorsqu'on est dans une entreprise qui, en général, est plutôt une grande entreprise, et que cette entreprise distribue de l'intéressement ou de la participation à ses salariés, en souscrivant un fonds d'épargne salariale solidaire dans le cadre de son P2E ou de son PERCO. Alors, P2E, plan d'épargne d'entreprise, ou PERCO, alors je ne sais plus exactement, c'est pour préparer à la retraite, hein, c'est de l'intéressement et de la participation qui est placé en vue de la retraite. Alors, l'acteur, on l'a dit déjà tout à l'heure, l'acteur essentiel de la finance solidaire, c'est Finansol, l'acteur central de la finance solidaire. Alors, comment on peut le définir, Finansol? D'abord, c'est un collectif qui rassemble des établissements financiers engagés dans une démarche de solidarité, qui rassemble aussi des entreprises solidaires à forte utilité sociale et ou environnementale, et qui ont pour mission principale la promotion de la finance solidaire. Donc, Finansol, c'est essentiellement des actions de promotion. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que la semaine de la finance solidaire est organisée par Finansol. Et c'est aussi un label, puisque Finansol labellise les produits bancaires ou d'assurance ou de capital d'entreprise solidaire pour garantir auprès des épargnants, c'est un gage de confiance qui facilite et garantit le choix de l'épargnant, qui assure aux épargnants qu'ils contribuent réellement au financement d'activités génératrices de plus-value sociale et environnementale. Il faut savoir qu'il est arrivé, c'est pas fréquent, mais il est arrivé que Finansol supprime le label à certaines entreprises ou à certains produits parce que les objectifs de solidarité n'étaient pas atteints. Et ce label atteste de l'engagement de l'intermédiaire financier à donner une information fiable sur le produit labellisé et les activités soutenues. Tu as des exemples de produits labellisés Finansol?
sur le territoire ou en règle générale? Alors, je conseille aux personnes qui veulent avoir en détail la totalité des produits labellisés par Finansol, de trouver ce livre de poche édité par l'Alternative économique qui fait l'inventaire de la totalité des produits, et ce bouquin qui s'appelle L'épargne solidaire pour les nuls, qui également permet d'avoir la totalité des supports labellisés par Finansol. Ils seront disponibles à la maison de l'ESS, ces documents, lorsqu'elle pourra accueillir du public. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors, pour avoir plus d'informations, bien sûr, chacun peut se rendre sur le site de Finansol, dont je donne là l'adresse. Et passons maintenant à la deuxième partie de cette présentation, qui est le cas concret d'une association qui intervient un peu partout en France, on va le voir, mais singulièrement au Pays Basque, hein, puisque nous sommes ici à la Maison de l'économie sociale du pays, de BRS et du Pays Basque. Donc je vais d'abord, étant moi-même un bénévole de l'association Habitat Humanisme, on va d'abord jeter un regard général sur son activité, ses missions, et puis on passera à des cas concrets à la fois de produits d'épargne solidaire et de réalisations qui ont pu être menées à bien grâce à cette épargne. Alors, Habitat Humanisme, c'est un mouvement qui, depuis 35 ans, face à l'exclusion et l'isolement, agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation des liens sociaux. Quelquefois, en raison du nom que porte cette association, on considère que c'est une association qui agit dans le domaine du logement. Alors, c'est vrai que le logement est central dans l'association, mais ce n'est qu'un moyen, hein, puisque c'est la finalité de l'association, c'est réinsérer les personnes. Et cette réinsertion passe par le logement. Mais la finalité principale, c'est la réinsertion. Donc, l'association est résolument tournée vers l'innovation. Et à ce titre, le mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale pour financer et mener à bien son action. Alors, le fondateur et président d'honneur du mouvement Habitat Humanisme, qui est Bernard Devers, figure en photo au bas de cette diapositive. Il a créé le mouvement en 1985 à Lyon. Il était à l'époque professionnel de l'immobilier et depuis, il est devenu prêtre. Mais le mouvement est un mouvement aconfessionnel, même si le fondateur est devenu prêtre. Dans ses missions, c'est de permettre, donc je le disais, de permettre aux familles en difficulté, seules ou à faible ressources, je perds dans mes papiers, qui sont précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d'accéder au logement décent, adapté à leur situation et à leurs ressources. Ensuite, c'est contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans les quartiers équilibrés et proposer un accompagnement personnalisé au collectif des personnes logées pour favoriser la recréation de liens et l'insertion sociale. Donc, ce mouvement est à la croisée de l'économique et du social. Une phrase qu'aime bien utiliser Bernard Devers est reprise au début de cette diapo, hein, réconcilier l'humain et l'urbain, l'économique et le social. Donc, elle est ancrée dans le champ de l'économie, l'innovation et l'entrepreneuriat social avec la création d'entreprises à vocation sociale, deux foncières, l'une qui s'appelle Foncière d'Habitat Humanisme, l'autre qui s'appelle EHD, Entreprendre pour humaniser la dépendance, et des agences immobilières à vocation sociale. Ensuite, elle est pionnière dans l'investissement et dans l'épargne solidaire. Alors, une rapide vue de ce mouvement. Donc, nous avons une fédération qui est
reconnu d'utilité publique qui se trouve être à Lyon, puisque le Bernard Devers, quand il l'a créé, était dans cette ville. Nous avons rattaché à cette fédération 55 associations locales, dont Habitat Humanisme Pyrénées-Adour fait partie. Donc c'est une de ces associations. L'association dans laquelle je milite est une de ces associations. Nous avons 8 agences immobilières à vocation sociale. Il n'y en a pas dans la région. Nous avons ensuite plusieurs structures. Une qui s'appelle la Pierre Angulaire, qui est spécialisée dans les EHPAD, en quelque sorte. Ce sont des maisons de retraite. Une association Adélaïde Perrin et une association Ascension Solidaire. Et puis, pour financer toute la partie immobilière de l'activité, il y a donc 2 foncières, la foncière Habitat Humanisme et la foncière EHD. Alors, le mouvement Habitat Humanisme, en quelques chiffres, là aussi, hein, c'est donc une fédération, je l'ai dit, reconnue d'utilité publique, 56 associations. Là, je vois qu'il y a un décalage entre le slide précédent et celui-ci, puisqu'il y a une nouvelle association qui a été créée il y a quelques mois, dans l'Aveyron. Donc, dans le premier slide, il y avait 55 associations, là, il y en a 56, parce qu'il y a une nouvelle association qui vient de se créer. Donc, présent sur 80 départements, et également une implantation en Belgique et une au Luxembourg. Les 2 sociétés foncières qui portent un patrimoine d'environ, à fin 2019, 4 434 logements, 8 agences immobilières à vocation sociale et plus de 3 600 logements confiés en gestion par des propriétaires privés et publics. Je dois dire qu'en ce qui concerne l'association Habitat Humanisme Pyrénées-Adour, ce qui nous a permis de démarrer dans cette activité il y a maintenant 10 ans, c'est qu'on a pu avoir des propriétaires solidaires qui nous ont confié leur logement, qui nous ont loué à des conditions extrêmement avantageuses, à la fois pour eux au niveau fiscal et à la fois pour nous au niveau du loyer, et qui nous permet de sous-louer ces logements aux personnes qu'on aide à se réinsérer grâce au logement. Il y a dans le mouvement 340 places d'hébergement d'urgence et 40 EHPAD représentant 2640 lits. Alors, les chiffres clés du mouvement, 26 000 familles ont été logées depuis la création et plus de 600 personnes âgées accueillies en EHPAD chaque année. Le mouvement fonctionne avec 4 200 bénévoles et 1 550 salariés. Alors, une petite précision sur les salariés. Ils sont essentiellement en EHPAD, c'est-à-dire que les associations sont essentiellement constituées de bénévoles et emploient très peu de salariés. Donc, les salariés des EHPAD représentent à peu près 1100 personnes. Et les 450 personnes restantes sont essentiellement des travailleurs sociaux qui sont répartis dans les différentes associations, et les personnes salariées du siège, parce que nous avons des services centraux de siège du type informatique, communication, comptabilité, etc. Et voilà, mais le mouvement est basé essentiellement sur du bénévolat. À titre d'exemple, pour l'association Habitat Humanisme Pyrénées-Adour, nous avons fonctionné uniquement avec des bénévoles jusqu'en 2019 et nous avons recruté le premier salarié début 2019 grâce au plan Logement d'abord, qui permet de faire exactement l'activité, le travail que fait l'association, mais avec l'aide de l'État. Alors, passons à l'épargne et à l'investissement solidaire à l'intérieur d'Habitat Humanisme. Donc, pour dire d'abord que c'est l'ADN d'Habitat Humanisme. Ça a été conçu dès le départ comme ça. Donc, nous avons pu nouer des liens de partenariat avec 18 établissements bancaires sur une autre façon d'épargner, utile, responsable et respectueuse des intérêts de l'épargnant. Alors, il y a 2 options. Ça correspond aussi à ce que je disais à propos de Finansol. Il y a deux canaux, en gros, de l'épargne solidaire. Les produits bancaires, et qui génèrent des dons, finalement, hein, on va voir comment tout à l'heure, et l'investissement solidaire dans les foncières qui permettent d'acheter ou de construire des logements.
Alors, sur l'épargne solidaire, 4 types de produits: des livrets bancaires solidaires, des cartes bancaires solidaires, des fonds communs de placement, des assurances vie. On va rentrer un peu dans le détail. Les livrets d'épargne solidaire, là, je ne parle que des livrets d'épargne solidaire qui permettent d'aider Habitat et Humanisme. Sachant que dans ces livrets d'épargne, l'épargnant peut décider d'aider d'autres associations qu'Habitat et Humanisme. C'est une forme d'épargne qui est simple, hein, puisque ce sont des livrets. Hein, l'épargnant sait en général ce que c'est qu'un livret. Et son acte de solidarité, il consiste à donner la totalité ou une partie des intérêts générés par ces livrets. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui a un livret dans une banque peut choisir d'épargner solidaire pour une association en particulier. Alors, n'importe quel épargnant, oui, mais pas dans n'importe quelle banque. Donc, pas dans n'importe quelle banque. Parce que toutes les banques n'ont pas des livrets qui permettent d'aider Habitat et Humanisme. Alors, le leader en la matière, c'est le Crédit Coopératif. Les logos figurent. Là, il y a le Crédit Coopératif, le CIC, le Crédit Mutuel et la Banque Postale. La banque la plus éthique pour épargner solidaire, c'est le Crédit Coopératif? Le Crédit Coopératif, en quelque sorte, ça a été inventé par le Crédit Coopératif en grande partie avec Habitat et Humanisme. Et donc, le livret Agir du Crédit Coopératif, il permet de choisir parmi 35, je crois, associations, dont Habitat et Humanisme, mais pas obligatoirement Habitat et Humanisme. D'accord, ok. Bon, ces intérêts qui sont abandonnés, qui sont donnés en fin d'année, ils ont la fiscalité du don, donc ils sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans une certaine limite, mais actuellement, avec les taux des livrets, bien sûr, la limite sur uniquement le don issu des livrets, bien sûr, n'est jamais atteinte. Mais je tiens à préciser que pour l'année 2020, les pouvoirs publics ont accepté de relever le plafond de ces déductions d'impôts pour les dons accordés aux associations qui sont du type… souvent on les appelle, ces associations, les associations loi Coluche. Hein. C'est une loi qui porte le nom de Coluche, qui a permis de déduire 75% du don et non pas 66% comme les autres associations. Déduire 75% dans la limite d'environ, en 2019, c'était 540 € à peu près. Mais pour 2020, les pouvoirs publics ont accepté de déduire 75% pour ces associations dites loi Coluche, dont fait partie Habitat et Humanisme, à hauteur de 1 000 €. Donc, la place est large pour effectuer des dons et avoir l'avantage fiscal. Alors, juste, Dominique, on a une question de Marine. Oui. Je vais juste laisser la parole avant qu'on passe à un autre point. Ah oui, c'est bon. Voilà. Bonjour, merci. J'avais une question, oui, parce que j'avais vu qu'il y avait aussi d'autres labels, par exemple ISR, qui fonctionnent avec des banques comme par exemple, je sais pas, enfin, il y a toutes les banques dedans. Et je regarde, j'en ai pris un exemple, par exemple la Société Générale, et quand on regarde ce sur quoi les fonds partent, c'est sur quelque chose qui s'appelle Amundi. Et quand on creuse, on ne voit jamais vraiment sur quel type de projet on arrive. Du coup, est-ce que c'est un autre label que celui dont vous parlez? Et est-ce qu'on peut vraiment voir du coup à quoi sert le financement au final ou pas? Alors, ce que je peux dire globalement, c'est que le label, c'est un label ISR, hein, ça veut dire Oui. investissement socialement responsable. Oui. C'est plus large que le label Finansol. D'accord. C'est socialement responsable, mais ce n'est pas forcément solidaire. Et alors, Amundi, c'est une société de gestion de titres, hein, qui gère tout, tout type de produits boursiers. Donc, le fait que ce soit géré par Amundi n'est pas un critère, hein, puisque certains, on va le voir, les placements, les fonds communs de placement sont proposés par exemple par Habitat et Humanisme, sont aussi gérés par Amundi. Mais ça, ce n'est pas un critère de qualité du produit lui-même. Oui. Hein, c'est juste un gestionnaire. Donc, ce que je peux dire pour résumer, j'espère que je réponds à la question, c'est que l'ISR, c'est plus large que Finansol. Si on veut être vraiment solidaire, il faut se raccrocher au label Finansol. D'accord.
Oui, parce qu'en fait, dans ma question, c'était de se dire que sur ISR, j'avais l'impression qu'on n'arrivait jamais vraiment à voir où partait le financement. Enfin, j'ai pas réussi à le trouver en tout cas. Oui, oui. Ben, j'imagine que les gestionnaires des fonds collectent, enfin, mettent dans ce panier que sont les fonds communs des actions de sociétés qui répondent à un certain nombre de critères de responsabilité sociale, mais c'est beaucoup plus large que la solidarité, quoi. Oui, d'accord, merci beaucoup. Ça Alors, repose, je Denis, pense, en grande partie, ça repose sur les bilans sociaux, sur des choses comme ça, quoi, les bilans sociaux des entreprises qui sont dans le panier, quoi. il y a une question de Philippe à qui je redonne le micro. Voilà, Philippe a le micro ouvert. Bonjour, juste une question sur les livrets d'épargne solidaire. Est-ce que les taux sont encadrés? Est-ce qu'ils sont réglementés ou est-ce que ce sont des taux libres? Alors, quand ce sont des livrets A, ils sont encadrés, parce que les livrets A peuvent être aussi solidaires. Quand ce sont des livrets B, ce sont des taux libres. Merci. Bon, je reviens sur les livrets. Donc, pour l'épargnant, le capital est garanti, puisque le capital du livret, lui, l'épargnant reste toujours propriétaire. Il peut faire des retraits, il peut faire des dépôts. Ça fonctionne. Les livrets solidaires fonctionnent strictement comme les autres livrets. Donc, le capital placé dans le livret est disponible et il n'y a pas de frais de gestion sur les livrets. Alors, pour Habitat Humanisme, les livrets les plus utilisés sont les livrets Agir du Crédit Coopératif, le livret A comme Agir du Crédit Coopératif, le livret LEA du Crédit Mutuel. Alors, je précise pour la région que le Crédit Mutuel de la région, je crois, ne le commercialise pas, parce que les Crédits Mutuels, en fait, il y en a deux. Et celui de la région ne le commercialise pas. Et le service d'intérêt solidaire de la Banque Postale, qui s'est mis, il y a très peu de temps, qui a passé un accord avec Habitat Humanisme il y a très peu de temps, un partenariat, mais qui le commercialise bien. C'est-à-dire que, contrairement, je dirais, à un autre qu'on a cité tout à l'heure dans la question, mais qui ne figure pas dans les logos qui sont sur le slide, qui est la Société Générale. La Société Générale, elle a des livrets solidaires, sauf qu'elle ne les vend pas. Elle a un très beau dépliant en papier glacé, mais si vous vous présentez au guichet de la Société Générale, personne ne les connaît. Donc, je ferme la parenthèse de cette égratignure à cette banque. Ensuite, ce qui est nouveau, alors je reviens sur le livret Agir, c'est le précurseur du livret solidaire et il a beaucoup aidé le Habitat Humanisme dès son lancement. À titre pour donner un petit chiffre, sur Habitat Humanisme Pyrénées-Adour, donc pour celui de notre région, nous avons 120 ou 125 titulaires de livret Agir qui donnent une partie de leurs intérêts à Habitat Humanisme, ce qui représente 4 à 5 000 euros par an. C'est moins qu'il y a quelques années parce que les taux sont plus bas, mais ça nous permet de nous aider à fonctionner. Alors, une nouveauté dans les livrets, c'est le livret de développement durable qui vient c'était dans les tuyaux depuis plusieurs années, mais les décrets ne sortaient jamais. Les décrets sont sortis et donc il va permettre, quand les banques auront modifié leur système de gestion informatique, qui va leur permettre de donner à tout moment une partie de son épargne et qui permettra aussi de partager des intérêts. Mais pour l'instant, à ma connaissance, les banques n'ont pas encore développé les logiciels qui permettent de le faire. C'est très récent, ça date de quelques semaines. Alors, ces livrets, ça a un impact social important pour nous, je le disais, ça représente 5 à 6 000 euros par an, et ça permet de soutenir l'action d'Habitat Humanisme de façon régulière. Au niveau global, ça permet de soutenir les activités d'un certain nombre d'associations plus largement aussi sur le territoire, en fait. Oui, bien sûr. On verra dans la semaine, là, il y a une intervention de France Active, par exemple, et France Active a un livret solidaire au crédit coopératif. Chaque personne choisit une structure. Donc oui, c'est l'épargnant qui choisit à quelle structure il va abandonner ses intérêts. Ok, très bien. Mais toutes les banques n'ont pas ce type de produit solidaire. À ma connaissance, non. À ma connaissance, toutes n'en ont pas. Alors, moi, je ne connais que celles qui ont
les livrets qui permettent de donner un habitat humanisme. Je sais que dans ceux du Crédit Coopératif, il y a une trentaine d'autres associations qui peuvent en bénéficier. Mais dans les autres banques, je ne sais pas. Je crois qu'à la Société Générale, il n'y en a que 8. À la Poste, il y en a une dizaine aussi d'associations, mais je ne sais pas lesquelles. Et la NEF permet aussi de faire de l'épargne solidaire? Ben, disons que la NEF, c'est une structure de l'ESS en tant que telle. Oui. Hein, je ne sais pas s'il y a une intervention de la NEF dans la CVN, je ne crois pas. Hein. Personne. Non, tu la présentes d'ailleurs, peut-être. Ah. Alors, la NEF a des produits bancaires qui lui sont propres. Elle a des livrets, mais je pense pas. Enfin, ils sont solidaires eux-mêmes par rapport. Ils sont solidaires de la NEF. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse flécher Ils n'ont pas besoin d'avoir des produits spéciaux d'épargne solidaire parce que tout est solidaire dans leur activité. Oui, toute leur activité est dans le domaine de l'ESS, à la fois les dépôts des épargnants et les prêts qu'ils font. D'accord. Il y a Philippe qui voudrait poser une question. Non, pas poser une question, juste confirmer que toutes les banques n'ont pas des produits d'épargne solidaire et que même à l'intérieur d'un groupe, puisque Crédit Coopératif fait partie du groupe BPCE, toutes les banques n'ont pas cette activité-là, bien malheureusement. Oui, oui. Merci de cette précision. Alors, deuxième support après les livrets, les cartes bancaires solidaires. Donc là aussi, c'est le Crédit Coopératif qui a lancé cette possibilité, qui le permet aussi pour le mouvement Habitat et Humanisme. Donc, ce sont des cartes qui fonctionnent comme une carte bancaire classique. Elle permet aux détenteurs de faire un don à chaque transaction. Et ce don, alors c'est des centimes ou des euros, hein, c'est une proportion du montant du paiement. Et ces abandons de sommes ont la fiscalité du don. Et il y a des modalités en fonction des cartes, des modalités de soutien adaptées aux souhaits de chacun. Donc, il y a 2 cartes bancaires solidaires, la carte Agir du Crédit Coopératif, qui est une carte Visa, et la carte LEA, qui est une carte bancaire classique créée par le Crédit Mutuel et le CIC, mais qui, à ma connaissance, le Crédit Mutuel de la région ne l'a pas, et le CIC, que j'ai contacté à plusieurs reprises, c'est difficile d'entrouvrir des portes sur ce sujet. Les fonds communs de placement, donc ça, ce sont des supports boursiers qui investissent dans des entreprises solidaires et entre autres la foncière Habitat Humanisme. Donc ça, pour répondre un petit peu à la question de tout à l'heure, sur les fonds communs d'Habitat et Humanisme, on peut savoir quelle est la composition des parts de chaque société qui compose ce fonds commun. Alors, les fonds communs de placement, c'est seulement les entreprises qui peuvent… Non, les fonds communs, ce sont des paniers d'actions d'entreprises qui sont des produits boursiers, qui sont gérés par Amundi. Et donc, l'épargnant, lui, il achète une part du fonds commun. On peut savoir, par exemple, que dans le fonds commun dont je vais parler tout à l'heure, il y a au moins 10% d'actions qui sont des actions de la foncière Habitat Humanisme. D'accord. Donc, ce sont des produits qui sont gérés de façon très prudente pour éviter des spéculations, des agréments pour les épargnants. Donc, les cours varient peu, notamment parce qu'il y a des actions comme celle de la foncière Habitat Humanisme qui, elles, ne versent pas de dividendes, donc il n'y a pas de variation de cours pour cette raison-là. Donc, on recommande aux épargnants, quand ils font ce placement, de le faire à un horizon assez lointain, 3 ans ou plus, pour éviter d'avoir des agréments s'il a besoin de cet argent rapidement après son placement. Et ça, c'est le contraire du livret. Hein. C'est le contraire. C'est une attitude différente qu'il faut avoir si on le compare au livret. Bon, on peut y souscrire dans tout établissement financier à condition d'avoir les codes ISIN de ces produits-là,
Alors, bien sûr, je peux les communiquer, mais là, ça n'a pas grand intérêt de les donner parce que c'est des codes un peu compliqués. Mais sur demande, il n'y a pas de problème, je peux les communiquer. Et j'insiste sur le fait que ça peut être souscrit dans toutes les banques. Ce sont des produits qui sont labellisés soit Crédit Agricole, soit LCL, ce qui est la même chose, hein, puisque LCL et Crédit Agricole, c'est la même maison. Mais qui, comme ce sont des produits boursiers, tout titulaire d'un compte titre dans une banque, quelle qu'elle soit, peut demander à son banquier de souscrire ces produits-là. Alors, si on demande au banquier lambda de souscrire un produit qui est fait par la banque Omega, bien sûr que le banquier lambda, il ne sera pas d'accord. Il n'aimera pas, mais il est obligé. Donc, si on a un compte titre et qu'on opère à la bourse avec par Internet, on pilote soi-même son portefeuille de titres. Et donc, on peut le faire même si sa banque n'est pas très contente que l'argent passe de la banque à un autre établissement. Alors, et ces placements ont un impact très social pour l'Habitat Humanisme, puisque dedans, il y a des actions de la foncière Habitat Humanisme. Alors, je le disais, il y a 2 fonds communs de placement. Un qui s'appelle Fonds commun de placement Solidarité HHLCL, pour lequel 25% du revenu des actions de ce placement, de ce fonds commun de placement, 25% du revenu est reversé à titre de don à Habitat Humanisme, donc la fiscalité du don. Et le fonds commun de placement CA Solidarité Habitat Humanisme du Crédit Agricole, et dont 50% du revenu est reversé à titre de don à Habitat Humanisme, là aussi, fiscalité du don. Ça, c'est des fonctionnements qui sont généraux c'est pas propre à Habitat Humanisme, c'est pour toutes les associations. Les fonds communs de placement, ça fonctionne de la même façon? Non, là, ce sont des fonds communs de placement qui sont strictement Habitat Humanisme. D'accord, ok. Hein, et parce qu'ils sont nés d'un partenariat avec ces établissements bancaires. Alors, je précise, pour être clair jusqu'au bout, c'est que les 50% du revenu reversé au titre du don Habitat Humanisme du fonds commun de placement Crédit Agricole, il n'est pas reversé directement à Habitat Humanisme, il est reversé à une fondation du Crédit Agricole, laquelle soutient les opérations immobilières d'Habitat Humanisme. C'est le cas, par exemple, on verra tout à l'heure qu'on a pu financer comme ça 11 logements en Hendaye dans la Villa Marie, et le Crédit Agricole nous a aidés à hauteur de 20 000 € sur cette opération-là, et ces 20 000 € sont issus de ce fonds commun de placement. Donc, dans ce cas-là, Dominique, par exemple, les 20 000 €, c'est un don du Crédit Agricole? C'est du mécénat, oui. C'est du mécénat. Et le fonds est parfaitement solidaire, c'est-à-dire que tous les supports… Non. Non. C'est géré de façon prudente, mais on ne peut pas garantir… Non, on peut pas le garantir. On sait qu'il y a au moins 10% d'actions de la foncière dedans, donc on sait que c'est solidaire, mais le reste, on n'est pas sûr. 90 autres, tu ne sais pas. Je n'ai pas en tête la composition du fonds, puis il est variable, hein, donc ce sont les gestionnaires qui le font. Mais alors j'imagine, pour rejoindre un peu la question de tout à l'heure, qu'il y a aussi des placements ISR dedans. Il n'y a pas que des placements solidaires. Mais est-ce que, par exemple, il y a un cahier des charges sur ces fonds pour éviter, par exemple, je prends un exemple, mais le travail des enfants dans certains pays, est-ce qu'on peut être sûr que si je mets de mon épargne sur ce fonds commun, est-ce que je peux être sûr qu'à minima, le respect d'une charte éthique… Oui. Oui, on peut en être sûr parce qu'ils sont labellisés Finansol. Et donc Finansol le surveille, ça. D'accord. Alors, les assurances vie solidaires, alors je les cite parce que c'était dans le support, mais je dois dire qu'en matière d'assurance vie, sur Habitat Humanisme Pyrénées-Adour, on n'en a pas. On n'a aucun épargnant en assurance vie de notre territoire qui est souscrit des supports d'assurance vie. Mais j'en parle quand même parce que ça peut donner des idées à certains. Donc, il y a possibilité d'inclure dans son assurance vie le fonds commun de placement Solidarité Habitat Humanisme dans certains contrats d'assurance vie pour des compagnies avec lesquelles Habitat Humanisme a signé un partenariat. Donc, c'est le cas chez Allianz
des produits Aviv HH, Aviv Multilib, Guépard Selectissimo, chez Apicil, d'Intensia Liberalis Vie, et à la Société Générale d'érable essentiel. Mais, je le dis encore une fois, on n'a aucun épargnant du territoire qui est souscrit à ces supports-là. Mais ça peut donner des idées, c'est pour ça que j'ai quand même maintenu le support. Pour certains contrats, les droits d'entrée sont versés sous forme de dons à Habitat Humanisme, et là aussi, cette somme est à la fiscalité du don, à l'avantage du souscripteur, de l'épargnant. Mais par contre, ce produit se développe de plus en plus grâce à la loi Pacte, mais je ne saurais vous dire que le contenu de la loi Pacte qui permet ce développement, je n'ai pas creusé la question. Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire aurait des lueurs là-dessus? Non? Personne ne n'agite sa petite main? Non. Non. Bon. Alors, l'investissement solidaire dans la foncière Habitat Humanisme. Alors, juste peut-être, Dominique, est-ce que tu peux préciser ce qu'est une foncière? Parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. Oui, alors une foncière, c'est une société dont la vocation est d'acheter, de construire ou de rénover des logements, de l'immobilier. En tout cas, pour la foncière Habitat Humanisme, c'est ça. Dans cette société, sa seule fonction, c'est d'acheter ou de construire des logements. Toutes les foncières. Celle-là, oui, je pense que oui. Avec le nom que ça porte, j'imagine pas qu'on puisse, avec une foncière, on puisse faire autre chose que du foncier. Mais s'il y a des foncières, on en connaît une au moins, ou deux même. L'Oursantia, par exemple, qui fait c'est une foncière qui achète des terres agricoles, ou Terre de Liens qui achète des terres agricoles aussi. C'est aussi une foncière. Est-ce que je réponds à la question de ce qu'est une foncière? Oui? Bon. Alors, l'objet, c'est d'acheter, de construire ou de rénover des logements pour des personnes en difficulté. Alors, elle procède, cette foncière, par 2 augmentations de capital chaque année pour financer des opérations immobilières en cours, puisque l'immobilier, c'est un domaine où le temps est long. Donc, on sait, par exemple, en 2020, au niveau de la foncière Habitat Humanisme, qu'on a donné des accords pour construire ou acheter ou réhabiliter X logements qui vont représenter un certain budget, mais on sait aussi que ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, à partir parce que c'est toujours long, la construction. Donc, on sait qu'une année donnée, on a besoin d'une certaine somme. Et donc, chaque année, 2 fois dans l'année, on procède à une augmentation de capital pour répondre à ces besoins qui ont été déterminés par le nombre de logements qu'on doit construire ou réhabiliter. Alors, ce qu'il faut comprendre, l'effet levier important qu'a ce capital, puisque ça représente les fonds propres dans toute opération d'achat ou de construction, le capital souscrit, il représente les fonds propres de l'opération. Il représente aujourd'hui 40% de l'opération. Donc, 1 euro apporté permet d'investir 3 euros. Et les autres euros, ils viennent pour 35% de prêts, puisque nous avons un statut de société HLM, donc nous avons accès avec la foncière aux prêts à très long terme, à 50 ans ou 60 ans de la Caisse des dépôts et consignations, qui sont financés par les ressources du livret A. Et on a en général à peu près 25% de subventions. Alors, il y a quelques années, quand je parlais de ça, le petit tableau là qui donne la petite maison, qui donne les pourcentages, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Sauf que les subventions, elles n'ont pas augmenté beaucoup. Elles ont même plutôt tendance dans certaines régions à baisser. Et le prix de l'immobilier, il n'a pas baissé. Et donc, on a eu besoin d'augmenter les 30% qu'on consacrait avec nos fonds propres d'opération, le monter à 40%, donc ce qui nécessite de faire appel de plus en plus à l'épargne solidaire. Alors, je vais faire un peu d'argumentation sur la foncière Habitat Humanisme, parce que nous sommes actuellement dans une période de souscription. Et donc, j'appelle les auditeurs de cette réunion à réfléchir éventuellement à eux-mêmes à souscrire à cette opération. Alors, pourquoi investir? D'abord, ça permet d'investir de façon utile et proche de chez soi.
parce que 100% de l'investissement sert à financer du logement pour des personnes en précarité, mais localement, chez soi. Même si on souscrit dans une société qui est nationale, ça permet de financer des opérations locales. C'est un investissement sécurisé par la qualité du patrimoine immobilier. On sait que le patrimoine immobilier, ça a de la valeur et ça le garde. Par la solidité du bilan de la foncière Habitat Humanisme et globalement de l'ensemble des structures d'Habitat Humanisme. Et ça a un rendement attractif. Même si les actions de la foncière ne donnent pas lieu à dividendes, ça c'est un principe de base, hein, l'épargnant solidaire, il place son argent pendant un certain temps, il le récupère ou il ne le récupère pas, peu importe, s'il souhaite le laisser, il peut le laisser, mais il sait qu'il n'aura pas de dividendes. Ça montre la solidarité. Cette année, exceptionnellement, la réduction d'impôt sur le revenu est portée à 25% du placement. C'est-à-dire quand vous placez 1000, vous économisez 250 € d'impôt sur le revenu. L'année où vous le faites. Mais sous un certain nombre de conditions, notamment, il faut laisser l'argent placé au moins pendant 5 ans. Donc, réduction. Alors, sur les 25%, je vais m'y attarder un petit peu, parce que cette réduction d'impôt était à hauteur de 25% jusqu'à à peu près 2010, 2012. Depuis, c'était passé à 18% seulement. Et puis, la loi de finances 2019 l'a porté à 25, mais les décrets ne sont jamais sortis. La loi de finances 2020 l'a porté à 25 et les décrets sont sortis il y a quelques semaines pour uniquement l'année 2020. Et j'attire l'attention sur ce point-là parce que une grande partie de la rentabilité du placement vient de l'avantage fiscal. Et il n'est pas du tout sûr qu'il sera reconduit à cette hauteur en 2021. Et ça explique aussi le fait qu'on ait lancé un peu tardivement notre campagne de souscription de capital, parce que le décret qui a porté l'avantage fiscal à 25% est sorti en septembre, et donc il a fallu revoir tous nos supports, revoir l'autorité des marchés financiers pour faire agréer l'opération d'augmentation de capital. Alors, ça a été un peu long, et donc on a démarré récemment la période de souscription. Donc, je disais, c'est un rendement attractif, d'abord par l'avantage fiscal, par le fait que les actions sont revalorisées régulièrement en fonction de la valeur du patrimoine effectué par des experts. En moyenne, ça fait à peu près 0,5% par an. Par contre, il faut savoir qu'à la sortie, quand on demande à récupérer le capital, il y a des droits de mutation de sortie de 5%. Alors, la foncière, c'est aujourd'hui 8859, enfin pas aujourd'hui, à fin 2019, c'est 8859 actionnaires. Ça a permis de financer 4434 logements et le capital de la foncière, donc de l'ensemble des épargnants qui ont accepté de confier leur argent à la foncière, c'est 245 millions d'euros. Excuse-moi, Dominique, est-ce qu'on peut résumer cette partie-là en disant, et est-ce que je me trompe en résumant ça comme cela, est-ce qu'on peut résumer en disant que la personne qui investit dans une foncière Habitat Humanisme a volonté à aider clairement à créer du logement, place son épargne pour un temps donné, n'aura aucune plus-value, mais par contre pourra bénéficier sur le capital investi d'une réduction d'impôt. Oui. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, l'épargne solidaire, dans son ensemble, hein, c'est quand même, si j'entends bien ce que tu dis, quel que ce soit Habitat Humanisme, cette foncière en cours ou pas, enfin cet investissement demandé en ce moment, mais globalement, investir de façon solidaire, c'est dire je cadre mon épargne vers quelque chose que je situe, c'est-à-dire ça peut être du logement, ça peut être une épargne mise sur autre chose, je ne sais pas, hein, sur l'agriculture par exemple, et ce n'est pas forcément du foncier, mais à chaque fois je sais ou pas ce sur quoi j'épargne, c'est ça ma question. Ah oui, c'est 100% de l'argent qui est épargné dans la foncière Habitat Humanisme va pour financer des logements. Oui, mais en dehors de la foncière Habitat Humanisme,
l'épargne solidaire, de façon générale, je ne connais pas Habitat Humanisme, je ne connais pas les foncières, j'ai de l'épargne et je souhaite le mettre de façon solidaire. Est-ce qu'on peut considérer que cette épargne, je peux la flécher, pas forcément vers de l'habitat? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de le mettre dans les livrets, tout à l'heure tu disais les fonds de placement, on ne sait pas trop où ça va, c'est plutôt un fonds de placement. Est-ce que tu peux c'est ce que je ne comprends pas bien dans Alors, ton approche. Sur les livrets, les intérêts abandonnés sont des dons qui vont à l'association qu'on désigne, qui est Habitat Humanisme ou une autre association. Et ça va, en règle générale, à les aider à fonctionner, c'est-à-dire à payer leur loyer pour leurs locaux, à acheter des ordinateurs, à acheter des ramettes de papier pour leurs imprimantes, à payer l'électricité des locaux. Voilà, cet argent, il sert à ça, au fonctionnement. L'argent de la foncière, il ne va uniquement et à 100% dans la construction. À titre d'exemple, quand je présenterai rapidement quelques opérations que nous avons réalisées au Pays Basque. Quand il s'est agi d'équiper un petit peu les cuisines, ne serait-ce qu'en mettant des placards ou d'autres aménagements que toute personne fait dans son logement, la foncière nous a dit non, ça c'est pas de l'immobilier, on ne le finance pas. Donc l'association l'a financé sur ses propres fonds, issus des différents dons. Mais la foncière, elle ne fait que de l'immobilier. Maintenant, pour compléter ta réponse, il y a d'autres associations qui collectent de l'épargne solidaire. Tout au long de la semaine, on le verra. Il y a d'autres associations qui vont venir. J'ai cité tout à l'heure l'association qui achète des terres agricoles, mais il y en a d'autres. Il y a les CLEF, il y a les CLEJ. Et ces associations-là, elles consacrent 100% de l'épargne qui leur est confiée à l'objet de leur association. Donc, en clair, ça veut dire que je choisis mon association et je remonte vers la banque auprès de laquelle je vais pouvoir placer et non pas l'inverse. Je me dis, tiens, je vais aider tel ou tel, je regarde quelle est la banque qui va me permettre un livret, un fonds de placement, n'importe quoi, qui va pouvoir me permettre d'aider directement l'association en question. Oui. Oui, à une nuance près sur les fonds communs de placement, c'est que ce sont des fonds communs de placement, je parle pour Habitat Humanisme, qui sont initiés par le partenariat entre Habitat Humanisme et le Crédit Agricole, mais ils peuvent être gérés dans n'importe quelle banque. Tu n'es pas obligé d'aller au Crédit Agricole ou à LCL pour les souscrire. D'accord. Parce que ce sont des produits boursiers. Il y a Delphine qui veut répondre la parole et Jean-Marc ensuite. Alors Delphine d'abord. Oui, moi j'ai une question. Sur les 25% de réduction d'impôt, c'est lié au fait que ce soit une foncière et que c'est parce que ça finance de l'habitat. C'est parce que la loi de finances a accepté de donner cet avantage-là à des entreprises, à l'occurrence ces foncières-là, qui œuvrent dans l'intérêt social pour lequel elles travaillent, oui, bien sûr. C'est l'agrément des pouvoirs publics qui fait ça. Oui, mais il n'y aurait pas ces 25% dans un autre domaine que la construction? Ou est-ce que c'est valable pour tous les placements solidaires? Non, c'est lié à un agrément produit par produit. Donc, le produit action de la foncière Habitat Humanisme est agréé pour ça. Mais si je crée une foncière pour acheter un jardin derrière chez moi, je n'aurai pas la possibilité de faire bénéficier les gens qui me prêteront leur argent de cet avantage-là. Ok. Et donc, concrètement, ça veut dire que si moi, personnellement, j'investis 1 000 € avant la fin de l'année, je peux déduire 250 € de mes impôts. Oui. C'est énorme, normalement. Oui, mais c'est très incitatif, oui, parce qu'il faut savoir que les associations, elles ont souffert là, pendant les dernières années de la baisse des dons. Il y a Jean-Marc. Oui. Est-ce que je peux, en tant que particulier, investir dans un appartement, mettons, à but social, sans passer par une foncière? Oui, c'est ce que je disais. Quel est l'avantage? Pardon. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure à propos des propriétaires solidaires. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de propriétaires qui sont solidaires, qui acceptent de nous louer leurs appartements à des conditions favorables.
Et pour ça, ils ont des avantages fiscaux, mais qui ne sont pas les mêmes. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes que celui de la foncière. Alors, je vais en parler rapidement, si vous voulez. Donc, un propriétaire solidaire qui a déjà un appartement ou qui en achète un pour le confier à une association comme la nôtre, on leur demande, soit ils cherchent un peu un avantage fiscal ou pas, mais en général, ils le cherchent quand même parce qu'ils ne louent pas cher. Hein. Un T2, par exemple, sur le BAB, ils nous le louent aux alentours de 300 € par mois, alors que le marché est au moins au double. Hein. Donc, vous voyez, il faut qu'il soit solidaire quand même, le propriétaire. Hein. Donc, l'avantage, on lui demande, pour qu'il ait le maximum d'avantages, en contrepartie de son attitude solidaire, on lui demande de conventionner auprès de l'ANA, de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de conventionner ce logement. Donc, ce qui permet, une fois que ce logement est conventionné, ça lui permet de bénéficier d'une réduction sur son impôt foncier, c'est-à-dire pas l'impôt foncier, sur ses revenus fonciers. Il ne va déclarer que 15%, c'est-à-dire il a 85% de déduction de ses revenus fonciers. Il ne déclare que 15%. Donc, quand il encaisse 1000 de loyer dans l'année, il ne déclarera et il ne sera imposé que sur 150 €. Ça, c'est l'avantage principal. Alors, et accessoirement, au moment où il fait conventionner son logement, il a une prime de l'État de 1000 €. Alors, on a une question de Marine. Est-ce que j'ai répondu à la question là? Oui, je peux avoir la parole? Bien sûr. Marine, un instant, voilà. Vas-y, Jean-Marc. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Et comment sont garantis les loyers? Alors, les loyers sont garantis par le fait que c'est l'association qui est locataire, ce n'est pas la personne qui l'occupe. La personne qui l'occupe, il est sous-locataire. Oui, d'accord. Et nous, on fait notre affaire de lui faire payer son indemnité d'occupation. Alors, quelquefois, on a des difficultés, mais on y arrive en général, même si on y a laissé quelques plumes. Mais l'association garantit le paiement du loyer. Alors, en fait, les dons, enfin, les autres ressources de l'association permettent de combler les déficits quand il y en a. Quoi. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Marine, maintenant, souhaite poser une question. Oui, désolée si je fais revenir en arrière, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Par exemple, si je veux investir à l'heure actuelle ce qu'il y a, par exemple, ou une partie de mon livret A, est-ce que ça peut être, je peux dire, est-ce que je peux aller voir ma banque, peu importe le type de banque, et dire je veux que mon livret A soit placé, par exemple, sur Habitat Humanisme? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou est-ce que j'ai vraiment rien compris? Alors, là, on sort de l'investissement solidaire pour revenir dans l'épargne solidaire. Hein. Ah, donc, d'accord. Le livret A, si vous êtes à la poste, ce qui est assez courant, hein, parce que beaucoup de livrets A sont détenus par la poste, vous pouvez demander à ce qu'il y ait l'option livret solidaire et choisir Habitat Humanisme ou une autre association. Oui, bien sûr. D'accord. Mais toutes les banques ne le font pas. D'accord. Alors que toutes les banques maintenant peuvent faire du livret A. D'accord. Alors, le fonds, à coup sûr, la Société Générale, je crois que le Crédit Coop ne le fait pas. Le seul dont je sois sûr, c'est la Société Générale et la Poste. Et la Poste. Il y a un endroit où on peut trouver la liste des banques qui ont des finançales aussi? Ou c'est ces livres-là? Ok. Voilà. Il y a Philippe qui souhaite ajouter quelque chose. Oui. J'arrive. Oui, merci. C'est pour savoir par rapport à l'investissement dans la foncière, est-ce qu'il y a un plafond de la réduction de 25% en fonction du foyer fiscal? Et deuxième partie, quel est le montant de la part? Est-ce qu'il y a des tranches ou est-ce que c'est libre? Alors, je vais passer au slide suivant pour répondre en partie à la question. Et après, je reviendrai sur les problèmes fiscaux, mais si j'oubliais, rappelez-le-moi. Donc, l'augmentation de capital en cours, donc elle est ouverte jusqu'au 18 décembre et elle sera close que le capital a été souscrit ou pas à cette date-là. Donc, si on a l'intention de le faire, il faut le faire avant. Sachant qu'elle peut être close avant, hein, si la souscription est atteinte. Nous recherchons au niveau national 9,2 millions. Chaque action coûte 148 €.
Donc, on ne peut pas souscrire 10 euros. Hein. On est obligé si on ne souscrit qu'une action, il faut au moins souscrire 148 euros. Mais on peut en souscrire 10, 20, 30, 50. Hein. Bon. Les actions ne donnent pas lieu à versement de dividendes. La réduction d'impôt est de 25%, on l'a vu. Elles ne sont pas assujetties à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Et si la réduction d'impôt, il faut garder des actions au moins 5 ans révolus. Et lorsqu'on demande le remboursement de ces actions au-delà des 5 ans, il faut compter à peu près 3 mois parce que la liquidité se fait entre les associations et donc ça ne se fait pas immédiatement, quoi. Il n'y a pas un fonds de liquidité dans la foncière. Il faut attendre 3 mois, à peu près, enfin, moins de 3 mois, mais ça peut aller jusqu'à 3 mois avant qu'on ait trouvé un acheteur pour reprendre les actions en question. Et alors, on a la possibilité de souscrire directement en ligne sur le site d'Habitat Humanisme ou par un bulletin de souscription qu'on trouve aussi sur le site d'Habitat Humanisme et qu'on peut imprimer et souscrire par courrier postal. Vous parliez des limites. Alors, il n'y a pas de limite dans l'absolu sur le montant qu'on souscrit. Par contre, effectivement, il y a une limite de l'avantage fiscal. Alors là, je suis un peu sans filet, mais ça rentre dans le cadre du maximum de déductibilité de 10 000 euros par foyer fiscal. Donc, si vous avez par ailleurs déjà 9 000 euros de déduction fiscale par d'autres produits défiscalisants, vous ne pourrez déduire à ce titre-là que 1 000 euros. Très bien, merci. Je pense que c'est ça. Hein, je crois qu'il y a une limite à 10 000 euros. Hein, est-ce que vous le savez, vous, si cette limite de 10 000 euros? Non, personnellement, non. Pas pour les foyers. Mais avant d'arriver à cette limite, il faut avoir beaucoup de produits défiscalisants. Oui, donc voilà en gros la présentation de cette souscription en cours. Alors, on a une question de Sylvana, juste avant de finir. Sylvana, est-ce que ton micro est ouvert? Là, on m'entend? Oui. Bonjour. Et étant en Argentine, je voulais savoir si on peut épargner solidaire en France pour mon pays, par exemple. Pour une association dans mon pays. Ah non. Tu sais, toi, si on peut épargner pour une association à l'étranger en France, comme en Argentine, par exemple? Alors, il y a des supports dans ce livre de poche là, de l'alternative économique, il y a des structures qui aident des entreprises à l'étranger. Le CCFD, par exemple, qui collecte des fonds pour intervenir en Afrique. Mais ça existe, mais je ne peux pas répondre précisément sur le problème de l'Argentine. D'accord. Sylvana, il faut peut-être remonter, comme je le disais tout à l'heure, à l'envers, c'est-à-dire regarder si en Argentine, tu as une association qui bénéficie de fonds qui émanent de la France, et du coup, tu vas trouver le fonds qui correspond. Je pense qu'il faut partir de l'inverse. Oui. En Argentine, il faut partir oui. CCFD, Terre Solidaire, est-ce qu'ils accompagnent l'association que tu souhaites aider, par exemple, en Argentine, et trouver en amont celui chez qui tu vas pouvoir porter l'épargne en étant sûr que ça arrive dans l'association de ton choix. Bon, on va passer pour conclure aux réalisations de Habitat Humanisme Pyrénées-Adour. Donc, je vous présente quelques photos de nos réalisations depuis 8 ans, hein, puisque ça fait 8 ans qu'on est vraiment actif sur la région. Donc, nous avons acheté à Anglette un T3 dans une résidence qui s'appelle AIC Beria. Donc, ça, c'est le premier achat qu'on a pu faire en 2014. Ensuite, on a réhabilité entièrement une villa de fin 19e siècle en Hendaye, c'est la photo du centre, hein, la Villa Marie, dans laquelle on a réalisé 11 logements et on l'a ouvert en 2018.
Mais c'est un dossier qu'on a démarré en 2014. Hein. C'est toujours assez long, hein, ces opérations de ce genre. D'ailleurs, je signale que la semaine prochaine, il y aura un sujet sur cette ville, sur la résidence intergénérationnelle et notamment sur cette résidence-là. Ensuite, on a acheté un appartement à la résidence Terra Arte. Ah, j'ai marqué Terra, mais c'est Terra Arte à Bayonne. Nous l'avons acheté en vente en état futur d'achèvement en 2018. C'est un T2. Nous avons acheté et réhabilité une maison à Boucau pour y créer un T3 et un T4 en 2019. Et ces logements sont occupés depuis fin 2019. Et nous avons acheté, mais vous voyez, c'est un chantier, la photo, à Biarritz, 3 appartements T2 dans cet immeuble en construction. La photo date de la semaine dernière, donc vous voyez, c'est pas tout à fait fini. On pense que ça va être livré d'ici 7 mois, quoi. Voilà pour nos réalisations en Pays Basque. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, hein, sur l'ensemble de la France, il y a plus de 4000 logements qui ont pu être financés grâce à cette foncière. Alors, contact, Habitat Humanisme, Pyrénées-Adour, 11 allées Marine à Bayonne, avec un numéro de téléphone, sachant qu'actuellement, bien sûr, on ne s'y tient pas dans les locaux, hein, puisqu'on ne peut pas trop se déplacer. Mais il y a des répondeurs, le numéro fixe est transféré sur le portable d'un bénévole, donc il y a toujours possibilité d'avoir quelqu'un. Il y a un mail aussi, pyrénées-adour-habitathumanisme.org, et puis il y a un site national, Habitat Humanisme, sur lequel que vous pouvez consulter pour la foncière, mais aussi pour voir toutes les activités du mouvement et de l'association. Voilà, et merci à tous. Et je peux encore répondre à quelques questions si vous le voulez. J'ouvre tous les micros. Comme ça, on va pouvoir peut-être dialoguer plus simplement. Non, attendez, hop, je vous les ouvre. Je pensais que je pouvais les ouvrir tous, mais je ne peux pas. Je les active les uns après les autres. Je viens d'activer Bernadette. J'active Philippe. JB. N'hésitez pas à prendre la parole. L'objectif, c'est quand même d'avoir le plus de discussions possible sur la finance. Tout d'abord, moi, je voudrais remercier Dominique parce que c'était un exposé qui était clair et en tout cas, pour moi, j'ai appris plein de choses ce soir. Et ce que j'ai compris, c'est que la finance solidaire avait plusieurs formes. Et que avec peu ou beaucoup de moyens, on pouvait faire quelque chose, quoi. En fait, chacun, qu'on soit entreprise ou particulier, chacun à son niveau peut avoir une action au niveau de la finance solidaire et choisir d'utiliser son argent de façon solidaire, entre guillemets. Dominique, ton micro, il est fermé par contre. Hop, Dominique a fermé son micro. Et Linda également. Et Pachi, vous avez vos micros fermés par vous-même. Voilà, donc si vous avez besoin de les réouvrir, Pachi et c'est bon, Linda, c'est bon. Pachi, tu es fermé, c'est peut-être volontaire. Et Dominique, Dominique a réouvert. C'est bon. Et donc, je reprends la parole pour remercier Delphine de ses commentaires. Et puis pour dire aussi qu'on cherche de l'argent, mais on cherche des bénévoles aussi. Donc, oui, et puis un autre sujet qu'on a abordé partiellement par l'aspect finance solidaire, c'est les dons qui sont issus de la finance solidaire, mais on cherche aussi des dons directs qui ne passent pas forcément par la finance solidaire. C'est notre ressource principale pour le fonctionnement, c'est ça, ce sont les dons directs. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Quand vous cherchez des bénévoles, c'est pour quelle fonction? La fonction principale, c'est l'accompagnement des familles qu'on loge.
mais aussi pour toutes les fonctions administratives qui existent dans toute entreprise. C'est-à-dire qu'il faut faire de la comptabilité, il faut faire de l'administratif, il faut faire mener des projets immobiliers, il faut faire de la communication. Il y a tous les métiers, si j'ose dire, dans cette association, hein, puisque ouais, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. On peut faire du bricolage, on a des bénévoles qui sont bricoleurs. Alors, chez moi, alors, je fais. Ok, merci. C'est également une question de Linda. Il demande quel type de bénévole cherchez-vous. Elle est intéressée pour donner un peu de son temps dans le BAB. Contact avec l'association 11 Allées Marines. Hein. Il vaut mieux envoyer un mail, vous appeler, comment il faut faire pour si on veut être bénévole? Il vaut mieux, quel est le canal? Passer un coup de fil à l'association et on prend rendez-vous et on se rencontre. Hein. Enfin, si on peut se rencontrer en ce moment, je ne sais pas trop, mais… En sachant que si vous êtes bénévole, il y a beaucoup d'associations qui, voilà, il y a beaucoup d'associations qui cherchent désespérément des bénévoles. Oui, toutes cherchent, oui. Toutes. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va pouvoir… Pour l'instant, j'ai rien en main levée. J'ai personne qui a pris Moi, la parole. j'aurais une autre question, si c'est possible. Oui, bien sûr. Oui, Merci. Merci déjà, parce que moi aussi, j'ai appris plein de choses. Donc, merci beaucoup. Et j'avais une autre question, parce que effectivement, les options, que ce soit épargne solidaire ou investissement solidaire, si j'ai bien compris, c'est les deux grandes options. C'est ça, oui. Ça paraît dans les deux cas hyper positif. Et est-ce que vous arrivez à voir quelle est la limite du coup de cette économie, parce que, comme ça paraît très positif, quels sont les bloquants à l'heure actuelle pour qu'il y en ait plus de gens qui investissent ou qui épargnent? Les moyens, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire communiquer sur le sujet. D'accord. Personnellement, je m'y suis engagé quand j'ai pris la retraite, donc ça remonte à une quinzaine d'années maintenant. Et je me souviens qu'à l'époque, avec Finansol, Moi, je ne t'entends plus, la musique, je ne sais pas les autres. en parlant, en faisant ce qu'on est en train de faire, c'est comme ça que les besoins sont immenses et donc on peut, je vous l'ai dit au début, 14 milliards par rapport, confiés à l'épargne solidaire par rapport aux 5 000 milliards de l'épargne des Français, c'est très peu. Et les besoins étant immenses, on peut continuer et espérer progresser encore beaucoup. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un levier aussi, par exemple, auprès des banques pour qu'ils parlent plus clairement des produits sur lesquels on place notre argent, par exemple? Ça, c'est un de nos problèmes majeurs. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où, on sait pas sur quoi on épargne. C'est très dur d'arriver à trouver où c'est, en fait. Ça, c'est un gros problème, c'est qu'on a du mal il y a des partenariats qui sont signés au niveau national avec les directions, mais quand on s'adresse à une agence, on tombe dans le vide. Hein, les gens, ils ne sont pas au courant, quoi. Exactement. Donc, il faut que l'idéal, c'est que, à titre personnel, on se renseigne sur les supports sur lesquels on souhaite investir, et qu'avec le type de support et la banque qui le commercialise, et d'aller avec ce bouquin ou avec celui-là, quand on a repéré le support dans lequel on veut investir, on dit voilà, mais je veux celui-là et j'en veux pas un autre. Et là, le conseiller de la banque, il est bien obligé, quoi. Ouais. Alors, nous avons… C'est sûr. Philippe. Oui, tout d'abord, pour vous remercier pour la clarté de l'exposé. J'ai appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses ce soir. Et savoir s'il était possible d'avoir le support que vous nous avez présenté. À titre personnel, je travaille dans un établissement régional qui veut avoir son empreinte sur son territoire. Et je pense que ce sera bien de présenter ça en interne chez nous pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice. Pas de problème, hein, il est public. Oui. Éventuellement, nous, on peut venir, donc Jérôme Barois, donc je suis secrétaire d'Habitat et Humanisme. Donc éventuellement, si vous souhaitez, on peut faire une intervention auprès des personnes. Hein, donc aller au-delà du support, parce que si on peut répondre à toutes les questions. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci pour faire ça.
Avec plaisir. Moi, dès demain, je prends contact au niveau de… C'est la caisse d'épargne, pour ne rien vous cacher. Donc, je prends contact au niveau des services qui s'occupent de ça, et puis on reviendra éventuellement vers vous. Oui, alors pour illustrer et commenter cette question, je peux vous confier que nous avons noué un partenariat localement avec le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui, avec son réseau de banques privées, accepte de proposer à ses clients banques privées les actions de la foncière Habitat Humanisme. Et ça nous aide bien. Donc, si la caisse d'épargne fait la même chose, ça sera super. Ça serait bien, oui. On a même un modèle de convention, s'ils veulent. Il n'y a pas de souci.